D'abord, bienvenue à vous toutes et à vous tous. C'est un plaisir de vous recevoir ici dans ce forum de l'Hôtel de Ville de la ville de Lausanne. Merci aussi aux artistes, merci aux intervenants d'être présents. Je crois que les formalités ont déjà été dites et nous avons honoré tous ceux qui devaient l'être. On va pouvoir passer ce soir à une discussion sur la question de l'art, de la communication et de l'humanitaire. C'est un triptyque qui est assez particulier et on va voir comment, au fond, est-ce que l'art a vraiment une portée positive pour l'aide humanitaire? Qu'est-ce qu'on attend des artistes? Est-ce que les artistes doivent s'engager véritablement? Est-ce que c'est leur rôle? Est-ce que des expositions comme celle-là, comme il y en a beaucoup un peu dans le monde entier, est-ce qu'elles contribuent à mobiliser les gens, à sensibiliser la population sur des phénomènes qui sont importants et qui sont souvent très douloureux aussi? Vous avez entendu, toutes et tous, vous avez entendu tout à l'heure Caroline Aboussada qui nous a dépeint un peu la situation, on y reviendra justement avec elle, qui nous a dépeint la situation en Méditerranée, qui est toujours, voire encore plus difficile qu'il y a quelques années. On a eu ces années de 2015-2016 avec des flux massifs de migrants, et puis ensuite on a pu croire peut-être qu'en 2020, la situation semblait se calmer un petit peu, et voilà que ça repart de façon assez énergique, si on peut dire, tristement. Voilà, donc ce soir, discussion là autour, on va faire ça en 3 parties. Première partie, je vous propose de parler un peu du contexte, au fond, de quoi parle-t-on? On a des artistes ici, on a des œuvres d'art, mais derrière tout cela, quelle est la réalité que tout cela met en valeur ou en exergue, en tout cas. On va avoir cette discussion avec Caroline Aboussada, directrice de SOS Méditerranée. Merci encore de votre présence ici. SOS Méditerranée qui est, comme je le rappelle simplement pour mémoire, c'est l'organisation qui bénéficiera aussi des ventes de tableaux qui sont faits ici. Puis, deuxième partie, je m'adresserai directement à Pascal Hufschmid, qui est le directeur du Musée international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, en d'autres termes le Red Cross Museum ou le MICRE, en termes un peu moins sympathiques, je dirais, qui a une grande expérience de rapport entre l'art et l'humanitaire, et qui développe aussi cette question évidemment au sein du musée. Et puis ensuite, en fait, avant lui, parce que c'est lui qui m'a demandé de changer l'ordre des choses, parce qu'il m'a dit, écoutez, les stars ce soir, ce sont les artistes, donc laissons-leur d'abord la parole. Donc nous donnerons deuxième partie, la parole aux artistes, et vous allez, mesdames, nous expliquer un petit peu quel est votre engagement, comment est-ce que cette idée de vous engager vous est venue, et au fond, à quel mouvement vous participez. Si on peut parler un peu plus doucement ici, ça serait gentil, merci. Voilà, je suis un peu autoritaire par moment, désolé. C'est pour le bien de la discussion. Alors, je vais commencer avec Caroline Aboussada. Ocean Viking, alors, SOS Méditerranée, organisation, je crois qu'il est en route, sauf erreur, le micro. Oui. Qui est une organisation créée en 2017, sauf erreur. Vous êtes avec cette organisation et impliqué totalement depuis ses tout débuts, hein, donc vous avez l'historique de l'organisation. Expliquez-nous un peu, peut-être vous avez évoqué tout à l'heure, mais qu'est-ce que fait vraiment SOS Méditerranée aujourd'hui et comment cette organisation a été créée au fond pour faire quoi? Merci. Alors, rebonsoir à toutes et à tous. Donc SOS Méditerranée, c'est un réseau. On est présent en Allemagne, en France, en Italie et en Suisse. La Suisse, la dernière née de ces associations, donc ça s'est créé en 2017. Et l'idée, c'était vraiment de se reposer sur des citoyens, des citoyennes, de s'engager et de créer un peu une espèce de force comme ça de la base pour pouvoir essayer d'avoir une influence un peu sur ce qui se passait, notamment sur la situation en Méditerranée centrale. À l'heure actuelle, on a Fred qui bat pavillon norvégien.
inquiété. Ça s'arrête de temps en temps quand même. Hein. Et je le dis tout à l'heure, Avoir le micro assez près, je pense. Sinon, je vais vous donner mon. Merci. Merci. Oui, parce que là, j'allais le manger, le micro. Donc, il est actuellement en mer avec 247 personnes à bord. On a porté secours à un peu plus de 35 000 personnes maintenant depuis le début des opérations en 2016. C'est une situation qui... alors, SOS Méditerranée, en quelques mots, c'est vraiment, évidemment, le but principal, c'est de porter secours aux personnes en détresse en mer Méditerranée. Il y a évidemment toute la partie témoignages. Et témoignages, moi, j'y tiens beaucoup parce que c'est important de pouvoir pas parler à la place des gens rescapés, mais de pouvoir porter leurs paroles au plus grand nombre et de permettre aux gens de savoir ce qui se passe à l'heure actuelle en mer Méditerranée. C'est malheureusement une situation qui tombe assez régulièrement sous les radars. Nous, on nous dit assez souvent d'ailleurs aussi ah non, c'est bon, les migrants, on en a déjà suffisamment parlé. Ça on l'entend régulièrement, sauf qu'en fait, la situation continue et la situation, je le disais tout à l'heure, s'aggrave malheureusement. Le taux de mortalité a vraiment explosé l'année dernière. Et donc, c'est important pour nous de pouvoir maintenir l'attention sur le sujet. Et il y a évidemment toute cette partie je le disais tout à l'heure aussi, de mobilisation citoyenne. Et on a des antennes de bénévoles, et l'antenne de Lausanne est la plus vive, c'est celle qui organise le plus d'événements de toute la Suisse. Donc c'est assez génial de pouvoir faire aussi cet événement avec vous ici, parce que voilà, c'est une des antennes qui a le plus d'idées et le plus d'énergie pour mettre en place ces idées. Donc c'est vraiment autour de ce secours en mer, l'importance de cette mobilisation de toutes et tous. Voilà. Alors, on sait aussi que pas toujours simple de porter secours. On a vu qu'il y a encore quelques semaines, 2-3 semaines, votre bateau a été mis en détention, je crois que c'est comme ça qu'on dit, mis en détention. Vous êtes aujourd'hui le seul ou l'un des seuls bateaux qui navigue encore en Méditerranée et qui secourt des réfugiés. Il y a encore 3 ans, il y en avait une bonne douzaine. Qu'est-ce qui se passe au fond? Quelles sont ces difficultés auxquelles vous êtes soumis? Pourquoi n'y a-t-il pas plus de bateaux? Pourquoi vous vous retrouvez seul quasiment aujourd'hui? Alors, il y a plusieurs éléments. Le premier, c'est qu'effectivement, depuis 2017, il y a une vraie volonté des autorités de restreindre l'activité des ONG. On l'a vu sur plusieurs événements. Il y a eu la mise en place d'un code de conduite par le ministère de l'Intérieur italien en 2017. Il y a eu évidemment l'arrivée de Matteo Salvini au ministère de l'Intérieur en 2018, qui a décidé délibérément de restreindre drastiquement l'activité des ONG, et notamment la possibilité qu'on avait de pouvoir entrer dans les ports italiens. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais il y avait eu ce moment assez tendu où on avait 630 personnes à bord de l'Aquarius. On nous a interdit l'entrée dans un port italien. Ça a duré des jours et des jours et des jours. Et finalement, c'est le port de Valence en Espagne qui nous a autorisé à aller débarquer les gens à ce moment-là. Mais ça a duré quasiment 2 semaines, cette saga. Et donc, il y a effectivement une restriction de l'espace de travail humanitaire en Méditerranée centrale. Ça, c'est assez clair. Et effectivement, depuis 2 ans, on a en plus toute la partie pandémie qui nous a également aussi beaucoup affecté, parce qu'on a dû changer tous les protocoles à bord. Donc, il y a eu toute une période où c'était extrêmement compliqué, en fait, ne serait-ce que de pouvoir reprendre la mer avec les protocoles qu'il fallait mettre en place. Il y a alors, on a une quarantaine avant le départ pour faire que le bateau soit Covid-free avant de partir en mer. Une fois qu'on débarque les gens, il y a encore 14 jours de quarantaine après. Donc, le temps de présence en mer est drastiquement réduit. Ça explique aussi que aujourd'hui, nous sommes le seul bateau en mer. Si tout va bien, d'ici quelques jours, il y aura 2 autres bateaux qui arriveront, mais ça réduit énormément la présence de bateaux en mer et donc la possibilité de sauvetage.
Et ça, c'est assez. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aujourd'hui, il y a des réfugiés dont on n'a même pas connaissance, on ne sait pas qu'ils sont là, qu'ils attendent. Et les statistiques, d'ailleurs, sont correctes. Alors, les statistiques ne sont clairement pas correctes parce qu'en fait, le nombre de morts, donc on estime à 24 000 personnes à peu près le nombre de morts depuis 2014 en Méditerranée. Et en fait, ça, c'est le nombre de morts comptabilisés effectivement. C'est-à-dire que c'est le nombre de cadavres qu'on a pu retrouver d'une manière ou d'une autre. Ça ne compte pas ce qu'on appelle les naufrages invisibles, donc ces bateaux qui ont pris la mer, qui ont malheureusement coulé et dont on ne sait pas le nombre exact de gens qui avaient à bord. Nous, on a eu le cas l'année dernière. En avril, on a cherché pendant 36 heures une embarcation avec 2 bateaux commerciaux. Donc, on était 3 bateaux à chercher pendant des heures et des heures un bateau. Et en fait, malheureusement, on est arrivé trop tard. Quand on est arrivé, le bateau avait déjà coulé. Il ne restait qu'une dizaine de cadavres à la surface. On sait que, a priori, les moyennes, c'est entre 120 130 personnes sur le type d'embarcation qu'on a retrouvé. Donc, on pense qu'en avril, en avril 2021, il y a eu ce naufrage. Mais ça, c'est typiquement des morts qui ne sont pas comptabilisés parce qu'en fait, on n'a pas de corps. Excusez-moi, le micro, c'est le mien qui ne marche pas, évidemment. Il y a très peu de bateaux actuellement en Méditerranée. Est-ce que il y a un effet dissuasif, parce que c'est un peu ce qu'espèrent les autorités italiennes notamment, c'est que moins il y a de bateaux, moins il y a de possibilités de secours, eh bien moins on aura de réfugiés évidemment. Est-ce que vous avez le sentiment la situation actuellement en Méditerranée avec relativement peu de bateaux de sauvetage fait que le flux de réfugiés se tarit un peu et qu'il y a une hésitation à partir? Non, la seule différence, c'est le taux de mortalité qui explose. Parce qu'en fait, il y a eu énormément d'études, parce que comme c'est évidemment le point sur lequel on est assez en bisbille, dirons-nous, avec les autorités, on nous reproche effectivement de faire un appel d'air en disant, bah voilà, en fait, tant qu'il y a des bateaux d'ONG en mer, vous créez un appel d'air. S'il n'y a plus de bateaux d'ONG en mer, il n'y a plus de départ. Et c'est complètement faux. Il n'y a aucune corrélation entre la présence de bateaux humanitaires en mer et le nombre de départs à partir de la Libye. Les études montrent que les 2 facteurs les plus importants, c'est la situation en Libye, et notamment dans les centres de détention, et le facteur météo. Parce qu'évidemment, avec des vagues, là, on est en train de... la situation météorologique se détériore drastiquement depuis quelques heures. On est sur des vagues de 4 mètres de haut. Sur une embarcation extrêmement fragile, c'est très compliqué, en fait, de pouvoir prendre la mer. Et on a tous les moments où il y a eu une absence, pour une raison ou une autre, de bateaux d'ONG en mer, il y a juste eu une augmentation du taux de mortalité. On l'a vu au début du Covid où il n'y avait absolument aucun bateau qui était présent. On sait qu'il y a eu des départs, on sait qu'il y a eu énormément de morts. On sait aussi, si on remonte dans le passé, le moment où l'opération italienne Mare Nostrum s'arrête en 2014. Entre fin 2014 et mi-2015, il n'y a absolument aucun bateau d'ONG en mer. Ça n'existait pas encore, c'était pas encore il n'y a plus de bateaux italiens, il n'y a plus de bateaux officiels, et il y a un taux de mortalité totalement délirant. Je ne sais pas si vous vous rappelez, mais le Pâques 2015, il y a eu plus de 1000 morts en un week-end sur 2-3 naufrages. Et il n'y avait aucun bateau d'ONG. Donc, c'est juste... Alors, juste pour finir là-dessus, parce que je pense qu'à un moment, il faut aussi prendre le temps de lire ces études qui sont sorties. Moi, on me dit souvent, ah, mais alors qu'est-ce que vous dites aux gens qui vous reprochent de faire un appel d'air? J'ai tendance à répondre maintenant, lire les études serait déjà un bon début. Parce qu'en fait, c'est faux. C'est juste que le taux de mortalité augmente. Et là, on le voit encore très clairement. Et pourtant, malgré cela, les gouvernements continuent de faire preuve d'un certain acharnement, on peut le dire, hein, sur certains bateaux. MSF et Enfants du Monde ont été attaqués par certains gouvernements en justice parce que, estimait-on, ils étaient complices avec les passeurs. Et voilà. Les passeurs. Et du coup, on estimait qu'il y avait des accords avec les passeurs
qui faisait que les passeurs déposaient les réfugiés à certains endroits où ils savaient qu'il y aurait des bateaux de secours. Ils affirmaient que ces procédures sont toujours en cours. Est-ce que vous avez été aussi sujet de telles accusations ou quelle est la différence de votre côté puisque vous êtes opérationnel? Alors, nous, on n'a pas du tout été attaqués là-dessus. On a eu d'autres problèmes. Nous, on a vraiment décidé très rapidement au sein de l'association d'avoir une politique de transparence totale de tout ce qu'on fait à bord et de toutes les communications qu'on a à bord. Donc, on a monté tout un site sur lequel je vous encourage à aller si ça vous intéresse, mais qui retrace toutes les communications qu'on a avec absolument tout le monde, le bateau, la direction du bateau, où va le bateau, toute sa trajectoire, tous les appels qui sont faits à toutes les autorités. On met systématiquement toutes les autorités maritimes en copie, justement dans un souci de transparence absolue pour éviter qu'on puisse nous reprocher d'avoir quelques contacts que ce soit avec les passeurs. Nous, on est vraiment, c'est extrêmement important pour nous. D'ailleurs, on nous a taxé. Je ne sais pas si c'est positif ou pas, mais en l'occurrence, dans l'article, il faisait la différence entre SOS et d'autres organisations. On nous a taxé de l'ONG de recherche et de sauvetage légaliste. Et effectivement, pour nous, c'est extrêmement important. Nous, notre objectif premier, c'est d'être le plus souvent présent en mer pour porter secours aux gens. Pour pouvoir faire ça, on essaye de respecter un cadre légal. Le sauvetage en mer est encadré légalement de manière assez stricte. Il y a tout ce qui est droit maritime, convention internationale sur le sauvetage en mer, etc. Il y a un certain nombre de conventions et de régulations qui cadrent parfaitement le sauvetage en mer. Et nous, on travaille dans ce cadre-là. Dernière question peut-être avant de passer à la de cette. Le budget, on va être très concret, le budget d'un bateau comme Ocean Viking, qu'est-ce que ça représente et comment est-ce que vous l'alimentez au fond? Alors, on a un budget opérationnel de 8,5 millions d'euros par an pour l'affrètement, le fuel, etc., etc. Et on a principalement des donations de particuliers et particulières. Donc, c'est très clairement, typiquement ce genre d'événement qui permet de financer l'opération aujourd'hui. Ce qui est un peu compliqué, c'est qu'on ne rentre dans aucune case officielle, c'est-à-dire qu'on ne fait pas du développement et on ne fait pas de l'aide d'urgence parce que les gens trouvent que notre urgence dure un peu longtemps pour rentrer dans les budgets d'urgence. On travaille ni en Europe ni en Afrique, donc on rentre dans aucune case géographique. Et du coup, c'est vrai que la recherche de fonds pour une opération comme ça, qui est en plus perçue comme extrêmement politique, ce qui est intéressant parce qu'on est vraiment juste dans du sauvetage en mer. Mais voilà, du coup, la recherche de fonds est quand même assez compliquée et c'est typiquement le genre de soutien de soirées comme celle-là ou en tout cas d'événements comme celui-là qui permet de financer le bateau. Merci beaucoup. Maintenant, nous allons passer aux artistes avant de revenir avec Monsieur Hufschmid aussi sur la thématique de l'art et de la communication, de l'humanitaire. Alors, j'ai envie de vous poser un peu à toutes. D'abord, merci de nous recevoir ici, dans ce lieu et dans ce magnifique écran cet espace de l'Hôtel de Ville, et puis ces peintures, ces sculptures, tous ces éléments qui en font un lieu tout à fait particulier, assez extraordinaire ce soir. Qu'est-ce qui vous a poussé, au fond, à vous investir pour cette cause et aussi à vous investir par l'art dans cette cause? Alors, je vais peut-être en faire un petit tour de table rapide, mais Franz Schmidt, par exemple, qu'est-ce qui était déclencheur dans votre intérêt pour cette cause? Parce qu'au fond, à la base, vous n'êtes pas forcément une artiste engagée politiquement et c'était pas votre sujet de prédilection au départ. Non, c'était vraiment pas mon sujet de prédilection. Un peu plus fort. Pardon? Un peu plus fort. Un peu plus fort. Ouais. Voilà. En fait, moi, j'ai été submergée par l'émotion en voyant cette image-là, en 2015, que vous avez certainement tous vue, toutes et tous vues. Voilà. C'est une image qui représente, en fait,
une foule de migrants qui partent d'un camp qui a été bombardé par Bachar el-Assad en 2014, le camp de Yamouk. Et cette foule m'a vraiment interpellée et j'ai décidé de faire un tableau qui représentait cette foule, mais d'une manière un peu plus abstraite. Et voilà, c'est parti de là. Ensuite, je me suis prise, enfin pas au jeu, mais c'était sans but précis. J'ai décidé de continuer à travailler sur ce thème, sur le thème de la guerre et tout ce qui va autour de la guerre, sur les camps de réfugiés, sur les barbelés, sur les mines antipersonnelles, enfin tous des sujets graves. Malgré moi, je ne sais pas très bien pourquoi, enfin, c'est juste ma sensibilité qui m'a poussée à continuer. Et voilà, ça m'a submergée, comme je suis submergée d'émotions de vous parler ce soir. Ça veut dire que vous êtes un jour mis à peindre et vous avez peint une série, parce que vous en avez fait plus de 100 tableaux, je crois. 120 tableaux. 120 tableaux, ouais. mais vous avez fait ça un peu d'une traite ou régulièrement, voilà, vous alterniez. C'est un sujet qui m'habite actuellement et je continuerai toujours de travailler là-dessus. Entre autres, ça donne un autre sens en fait à mon travail de peintre. J'ai d'autres sujets qui m'intéressent aussi, mais ce sujet-là me plaît beaucoup. Merci. Alors, à côté de vous, Geneviève Marthaler, on vous a entendu tout à l'heure, vous avez déjà un peu évoqué votre engagement pour SOS Méditerranée et pour ces causes humanitaires. Pour vous, un artiste, ça doit être engagé. Est-ce que vous aviez l'engagement dans le sang, au fond, dès le départ? Alors, peut-être que pour moi, c'est peut-être pas un artiste, mais je suis une personne engagée, oui. Et puis, l'engagement, je crois que c'est à force, peut-être aussi le fait d'avoir fait beaucoup de voyages, d'avoir vu un petit peu comment ça se passait ailleurs, dans notre Suisse privilégiée, qui est né un petit peu mon envie d'engagement. Et puis c'est vrai que l'engagement pour SOS, il a été un soir, des amis revenant de France, une amie est là d'ailleurs, qui avait vu SOS Méditerranée en France, qui connaissaient, ils sont revenus, puis lors d'un repas, ils ont parlé de ça. Et puis pour moi, je me dis, alors moi, je vous soutiens dans cette opération de monter SOS Méditerranée Suisse. C'est comme ça que je suis arrivée. Et après, l'idée au début, j'avais même envie d'inviter peut-être des peintres. Enfin, j'ai pensé à ça parce que c'est un peu ma modeste contribution en tant qu'artiste. Et puis un jour, j'ai commencé à faire une exposition. Il y a aussi quelque chose qui s'est passé, c'est que je me suis rendu compte que intuitivement, je faisais beaucoup de choses qui faisaient penser à la mer ou au désert. Et c'est à partir de là, à partir de ce qui est sorti intuitivement, que j'ai eu besoin, comme par exemple ce soir, de mettre un bateau, de mettre des personnages. Moi, je fais plutôt de l'abstrait, mais j'avais besoin de faire ça pour leur donner une présence, leur donner une dignité, une reconnaissance, voilà. Internet. Oui. Vous avez mis en exergue la phrase suivante: l'art est le plus vieux médicament du monde et sans doute le meilleur. Mais c'est un médicament pour vous, ou c'est un médicament pour la société, ou un médicament pour cette cause qui manque désespérément de moyens? Alors, c'est une phrase que j'ai mis, juste dire que j'étais, ou je suis encore un peu, art thérapeute. Donc pour moi, j'en ai fait mon métier, c'est-à-dire de soigner un petit peu les gens à travers l'art. Et je pense que l'art peut être un médicament pour tout le monde, pour soigner plutôt le monde. C'est pas pour me soigner moi, non. Je crois que c'est plutôt pour rendre visible peut-être une certaine souffrance, la précarité. Et c'est dans ce sens-là. Voilà. Merci beaucoup. Dominique Theuriat, vous travaillez à l'encre et faites de la photographie. Et j'ai aussi été visiter votre site internet, évidemment. Tout le monde site maintenant, avis aux amateurs. Et vous dites, mais moi, ce que je fais, c'est de la photo d'abstraction. Et c'est vrai que vos œuvres sont des œuvres abstraites. Comment est-ce qu'on exprime ce type de sentiment, ce type de sujet dans des œuvres abstraites? Quelle est votre démarche, au fond? Ma démarche... Ça marche. Ça marche pas, hein? Si, ça marche. Il faut être un peu prêt à parler fort. Oui. Ma démarche, effectivement, c'était, depuis une trentaine d'années que je fais de la photo et la photo abstraite et des expositions, c'était une recherche de la beauté, de l'harmonie, etc. Et depuis quelques années,
depuis que on est mieux informé sur ce qui se passe, notamment en mer et toutes ces scandaleuses nouvelles qu'on reçoit. Je m'en suis aperçu que dans l'abstraction, il y avait des petits détails qui étaient assez parlants, en fait, et qui évoquaient quelque chose qui m'habite, qui me révolte, qui me remue tout le temps. En fait, je fais des photos macro, et puis ensuite je les agrandis. Et quand je les agrandis, il y a des scènes qui évoquent vraiment ce qui se passe pour les migrants, hein, que je côtoie par ailleurs. J'ai toujours côtoyé des migrants dans ma vie professionnelle, que ce soit dans l'humanitaire ou dans le social. Et je suis très touchée de voir que, malgré moi, ça ressort dans ce que j'essaye d'exprimer. Donc c'est un engagement de longue date pour vous? C'est un engagement de longue date. J'ai toujours travaillé soit dans l'humanitaire pendant 20 ans, soit dans le social depuis 25 ans, et côtoyer des gens qui ont vécu ces longs trajets, qui ont fait ce passage de changement de pays, changement de culture, devant fuir des vies pas possibles. Et pour moi, c'est très important de contribuer comme je peux à... Merci, on comprend bien. Madame Alice Schumacher, alors vous êtes artiste, bien sûr, sculpteur, vous faites de la céramique et du bois flotté. Et je dois dire que quand on lit bois flotté, évidemment, on pense un peu à ces espèces d'épaves brinque-ballantes ou, disons, submersibles et dangereuses qui flottent sur la Méditerranée avec leur cargaison. C'est bien comme ça qu'ils vont parler de réfugiés. Est-ce que, comment est-ce qu'à travers justement ces sculptures, comment est-ce que vous évoquez, vous, cette question de migrants? Est-ce que quand vous travaillez sur votre bois flotté, comme vous le dites, c'est des choses qui vous touchent, auxquelles vous... Alors, je crois que pour moi, ce qui était important dans ce travail, parce que bien évidemment, j'y ai aussi pensé, ce lien bois flotté, épave. Là, je ne me sentais pas forcément très à l'aise dans mon travail parce que ce n'est pas à ça que j'ai prioritairement envie de penser. J'ai beaucoup plus envie de penser à l'humain, qui pour moi a toujours été mon moteur, la rencontre de l'autre. Et pour moi, le migrant, c'est avant tout une personne. Et ça, c'est une personne qui a droit à de la sécurité, qui a droit à du respect. Et pour moi, c'est très important dans mon travail de faire vivre l'autre, l'humain, mon alter ego, avec ses émotions. Et pour moi, le migrant, si j'étais sensible à cette cause des SOS Méditerranée, il se trouve à un endroit charnière entre une vie qui était compliquée, un espoir d'un ailleurs. Mais je les ai appelés mon petit peuple de trombines. Mes personnages, pour moi, sont vraiment cette humanité. Et les corps en bois flotté, pour moi, c'était une évidence parce que je suis très attachée au léman et que je trouve que de retrouver ces bois, de regarder, de s'imaginer, ça leur donnait une belle personnalité. Merci beaucoup, merci pour ces témoignages, c'est absolument passionnant. Alors, j'aimerais juste vous entendre, vous, Pascal Hufschmidt. Pascal Hufschmidt, vous êtes donc le directeur de la Croix-Rouge et du Croissant Rouge. Expertise, on y reviendra après, en matière de rapport entre l'art et l'humanitaire. C'est à votre spécialité, si on ose dire. Vous avez fait encore l'année dernière une exposition avec 25 artistes engagés justement sur des thématiques avec un prix à la clé. Quand vous entendez ces témoignages de ces 4 dames artistes qui sont ici, est-ce que ce type d'engagement, c'est des choses que vous entendez souvent? Est-ce que comment vous voyez, vous, en fond, ces artistes et leur engagement? Est-ce que on est dans l'ordre classique de l'engagement ou est-ce qu'on est dans des engagements, chaque fois, c'est très particulier à chacun? Bonsoir, déjà je suis très content d'être là et merci de l'invitation. Je suis soufflé par toutes les personnes qui sont ici, l'esprit d'équipe et l'engagement de chacun et de chacune, donc bravo pour ça déjà.
Et ensuite, je sais pas moi s'il y a une différence entre être engagé en tant qu'artiste ou juste en tant qu'être humain. J'ai un peu de la peine à répondre à votre question. Je dirais que une chose qui est très claire pour moi, c'est que le monde de l'art et le monde de l'humanitaire sont deux milieux qui se connaissent pas très bien, qui ont des avis souvent très préconçus sur qui est l'autre. Ah, ouais, t'es humanitaire, tu fais ça en fait. Ou ouais, j'ai vu à la télé, enfin, c'est ça quoi. Et ah, t'es artiste donc tu fais des trucs abstraits et puis c'est ça. Et moi, j'aime beaucoup questionner, au fait, ces a priori de part et d'autre, et je me rends compte que quand on amène ces deux milieux à travailler ou à s'interroger mutuellement, il y a beaucoup de choses qui peuvent en sortir, dont un engagement citoyen exprimé à travers des œuvres, comme c'est le cas ce soir, jusqu'à inventer des nouvelles théories, faire des expositions. Enfin, il y a 1000 choses qui peuvent sortir de cette rencontre, mais c'est jamais neutre et c'est jamais hors sol, et c'est ça que je trouve intéressant. Alors, j'ai lu sur votre profil LinkedIn, parce que je vais même voir sur LinkedIn, et vous dites, pour décrire au fond votre activité, votre spécialité, je suis un historien de l'art et un ingénieur culturel, je combine mon expertise du monde de l'art en développement des affaires et en storytelling pour connecter et engager les artistes, le public et les professionnels de tous horizons. Ça veut dire quoi en clair? Il faut créer une connexion. On ne comprend pas forcément ce que vous voulez dire par là. C'est traduit de l'anglais, c'est peut-être pour ça que je n'ai pas bien compris. C'est un peu une question existentielle. Qui suis-je? Dans quelle étagère? Non, ce que je veux dire par là, c'est que quand vous vous mettez à l'intersection de différents milieux, vous vous rendez compte qu'il y a plein d'opportunités qui sont jamais saisies ou qui sont jamais prises. Et c'est vrai de plein de choses. Hein. Quand vous mettez ensemble l'art et l'humanitaire, c'est un cas. Mais moi, j'ai bossé avec des festivals de rock, des diplomates, des chirurgiens, plein de milieux professionnels qui, a priori, n'avaient rien à faire avec l'art ou pas grand-chose avec. Et moi, mon job et ma compétence, c'est de réussir à amener ces milieux à s'interroger les uns sur les autres et à se dire « Ah, mais en fait, c'est ça que tu fais et c'est ça que je fais, et si on faisait quelque chose ensemble ?» Et quand on arrive dans cet espace-là, qui est fascinant, eh bien, chacun apprend l'un de l'autre. Et pour moi, dans la question art et action humanitaire, c'est pas du tout de dire que les artistes seraient des communicants de l'action humanitaire ou des manières d'illustrer l'action humanitaire. Ça serait ne pas les considérer comme des pairs ou comme des intervenants au sein d'une conversation. Au contraire, je trouve que les artistes ont toute la capacité et la curiosité d'aborder la complexité de l'action humanitaire et de la dire, de la montrer, de la signifier de manière complètement différente, de manière émotionnelle, de manière aussi à ce qu'on puisse plonger dedans différemment qu'à travers le langage médiatique qui est à 90% le langage standard à travers lequel on touche aux questions que Caroline a développées. Mais malgré tout, l'art pour vous, vous le considérez quand même comme un vecteur, vous dites pas de communication, mais c'est quand même un vecteur de communication pour sensibiliser la population humanitaire, sensibiliser toute profession d'ailleurs également. Donc, c'est un vecteur de C'est pas un vecteur de communication. Non, vous voulez pas le prendre comme ça? Non, ça je le dis pas parce que du coup c'est instrumentaliser l'art au service de quelque chose et c'est pas l'écouter pour ce qu'il a amené à dire lui-même. Pour moi c'est une. Alors, vous vous souvenez tous de ce que vous faisiez le 11 septembre. Voilà, personne dans la salle se souvient de ce qu'il faisait le 10 septembre. C'est parce que le 11 septembre, on a tous eu une décharge émotionnelle et que du coup, on a compris et concrétisé un événement dans notre esprit qui restera à jamais. Ça a été dans un contexte extrêmement violent d'une nouvelle qui nous a tous bouleversés. Mais c'est juste pour montrer qu'aborder et comprendre des événements d'autre manière que le rationnel, c'est tout aussi riche et c'est tout aussi intéressant. Et l'art est une des portes d'entrée justement pour activer d'autres parties de notre cerveau, pour activer d'autres parties de notre être
toutes les théories de la complexité le disent, réfléchir d'une seule manière à des événements tels que Caroline les décrit n'est pas forcément suffisant. Et ce qui m'intéresse vraiment, c'est lorsqu'au contraire, on commence à apprendre des artistes sur ces situations, lorsque tout d'un coup, on se rend compte que parce que c'est un artiste qui le dit, eh bien, on comprend des choses qu'on n'avait pas vues, ou on réussit à donner la parole. Tu parlais des voix et des récits, eh bien, on arrive à porter des voix et des récits qui sont donc compris et audibles. Mais tout ça, c'est pas de la communication. C'est pour ça il y a des communicants. SOS Méditerranée a des communicants, le CICR a des communicants qui font ultra bien leur job. Le job d'un artiste, c'est pas de communiquer sur l'action humanitaire, c'est de nous amener à la comprendre. Si je me permets d'être un petit peu provocant, vous êtes directeur de musée. Est-ce que l'humanitaire doit se retrouver au musée? L'humanitaire, c'est l'action de terrain très concrète. On est dans l'immédiateté, on est plus dans le reportage, si vous voulez. Et vous le mettez au musée. Est-ce que ça peut paraître curieux quand même, non? Alors, c'est une bonne manière de poser la question. J'avais pas pensé comme ça, mais en effet, c'est une question légitime. Alors, vous avez 2 heures parce que j'ai quelque chose à dire. Alors, au musée, on ne met pas l'humanitaire. Ça c'est une première chose. Mais je serais ultra ravi. Et d'ailleurs, je pense que mon institution, mes collègues et moi, on a un rôle à jouer dans notre communauté et qu'on peut totalement être là pour les gens du quartier et être un lieu d'ancrage plutôt qu'un lieu de passage. Et dans ce sens-là, faire preuve d'une posture et d'un rôle humanitaire. Ça, oui. Maintenant, ça mis à part, moi, je cherche par tous les moyens avec mes collègues de me distancier de cette idée qu'on va mettre l'humanitaire au musée pour venir le voir, pour venir sentir un peu le souffle et se dire, tiens, on va regarder ce qui se passe là-bas et puis ensuite, on va retourner dans nos vies. C'est pas ça qu'on cherche à faire et c'est pas du tout ça qu'on a envie de faire. Je pense qu'au musée, ce qu'on fait par rapport à l'humanitaire, en utilisant notamment et en travaillant avec les artistes, c'est quitter un espace auquel on est super habitué, qui est celui du quotidien. Tous les jours, on lit des nouvelles, on voit des trucs à la télé, on voit des choses dans son téléphone portable où on entend 300 péris en mer, 200 personnes par-ci, un conflit là-bas, on voit une image, il y a un flux énorme et c'est important, c'est très important. C'est très commun comme expérience. Et puis surtout, le fait qu'on le perçoive dans un écran, dans un journal ou à la télé qu'on peut éteindre, l'écran qu'on peut fermer, le journal qu'on peut mettre sur la table, ça peut aussi nous conforter dans cette idée que c'est là-bas, c'est ailleurs en fait. C'est pas moi, c'est les autres. Et je les regarde et puis ensuite je retourne dans ma vie à moi. Et ben, nous, on s'intègre justement là-dedans pour remettre en question cette dialectique et se dire, les gens dans les images, c'est nous. Ces gens, c'est moi. Enfin, moi, je suis père de famille, lui, il est père de famille. Il n'y a aucune différence. Et comment est-ce qu'on peut, dans un musée qu'on considère vraiment comme un forum citoyen, s'interroger sur qu'est-ce que ça a à voir avec nous? En quoi ça me concerne dans ma vie à moi? Et les artistes sont extrêmement puissants pour ouvrir ces conversations. Alors justement, vous dites les artistes. Est-ce que tous les arts sont égaux en matière d'humanitaire? Je m'explique. On a vu que la photographie, le film documentaire, la photographie, évidemment, a un statut un peu à part. Et on a vu que notamment dans la crise des migrants syriens, tout le monde se souvient de cette photo-là, mais aussi d'une autre photo qui était très choquante, qui était celle du petit Elan, retrouvé mort à 3 ans, un petit Syrien sur une plage en Turquie. Et cette photo a vraiment fait le tour du monde. Elle a touché évidemment énormément de gens et à ce moment-là, elle a déclenché une forme de mouvement de solidarité. Alors, est-ce que là, vous êtes en train d'exposer, excusez-moi la question est un peu longue, vous êtes en train d'exposer 600 photos, je crois, à peu près au Musée international de la Croix-Rouge sur l'action humanitaire. Et vous dites, c'est une autre photo, ce n'est pas de la photo de reportage, c'est une autre photo. Mais au fond, est-ce que la photo qui fait bouger les choses, c'est pas justement la photo de ce genre de photo qu'on a vu là, parce qu'elle touche, elle frappe, elle pousse à agir?
Alors, je vais peut-être vous montrer la différence entre justement cette photo très très forte hein, et la photo d'Elan. Il y en a beaucoup d'autres dans l'histoire qui ont fait bouger les lignes. Et elles sont importantes, ces images. Les montrer et renforcer leur place iconique, c'est pas le rôle du musée pour moi. Le rôle du musée, c'est de partir de cette expérience commune qui est d'avoir vu la photo d'Elan, parce que ça, on l'a tous vu dans nos médias, et d'arriver dans le musée, dans la salle d'exposition, où là, tout d'un coup, on peut se poser d'autres questions. On peut se dire, comment il va le père, au fait, d'Elan, quand il voit le cadavre de son fils partout dans le monde? Moi, déjà, si un de mes enfants mourait, voilà. Mais si en plus je devais voir son corps tout le temps, partout, comment je vivrais ça? Qu'est-ce qui s'est passé avant et après cet événement? Qu'est-ce qu'il n'y a pas dans l'image, mais qui est tellement important dans cet événement? Pourquoi est-ce que cette image a fait le tour du monde? Comment ça fonctionne un algorithme? Qu'est-ce qui fait que cette image c'est réparti comme ça dans le web comme une traînée de poudre? Ça, c'est toutes les questions qu'on peut se poser dans un espace de discussion et de réflexion qui est un musée, pour peut-être avoir un regard un peu plus outillé et critique ensuite la prochaine fois qu'on voit une photo d'Elan et qu'on se dise, ouais, c'est peut-être plus compliqué que ça en a l'air, et puis peut-être je suis pas d'accord non plus de voir cette image, et puis peut-être qu'il y a d'autres questions que je peux me poser. Et là, vous êtes d'accord ou pas de voir cette image? Bon, elle vous est imposée quelque part, mais il y a aujourd'hui une spectacularisation clairement de l'humanitaire également. Est-ce que c'est une tendance qui vous inquiète? Et je vous poserai la même question. Vous pouvez répondre aussi, Madame Aboussada. Alors, je pense qu'il y a... Je pense que on en parlait samedi, Caroline. Alors, on a bu des verres ensemble, mais en plus, on a participé à un débat ensemble samedi à la Comédie, je précise au cas où. Alors, on en parlait parce que il y a un point de tension que je trouve fascinant, et c'est un peu tout le propos de l'exposition qu'on présente en ce moment au musée de la Croix-Rouge, c'est que le terrain, et Caroline le dira 1 million de fois mieux que moi, c'est ultra compliqué. C'est la vie, quoi. C'est compliqué. Il y a plein de choses qui se passent en même temps. Vous pouvez être dans un pays en guerre et être dans une boîte de nuit. Vous pouvez avoir une multiplicité d'expériences en même temps. Par contre, il y a un moment où soit vous devez montrer ce que vous faites, parce qu'il faut trouver des fonds, parce qu'il faut faire l'actu, parce qu'il faut documenter, il faut mettre dans vos archives. Et donc, il faut construire une image de ça. Il faut prendre une photo, il faut raconter une histoire en image. Ça vient du côté des humanitaires. Et puis de l'autre côté, quand vous êtes dans les médias, évidemment, vous voulez qu'on vous lise, vous voulez qu'on vous regarde, et puis vous voulez aussi peut-être conforter ou vous appuyer sur une certaine image que les gens se font de l'action humanitaire. Et puis ça, ces deux pans se retrouvent dans des images qui sont souvent qu'on connaît déjà, qu'on est tellement habitué à voir, qui sont partout autour de nous, qui font partie d'un langage, au fait, extrêmement intégré dans nos cultures. Et ça, on en discute et on y réfléchit au musée de la Croix-Rouge. Puis j'ai oublié du coup votre question. Puis je sais plus, je suis en train de... Spectacularisation. Et puis du coup, le spectaculaire, c'est ça qu'on questionne, parce que moi, ça me pose énormément de problèmes de me dire que c'est spectaculaire. Enfin, parce que spectaculaire, ça suppose deux choses. Ça suppose qu'on a envie de le regarder parce que c'est intéressant. Enfin, ça nous donne envie. Et spectaculaire, ça suppose aussi qu'il y a un exotisme dedans. Il y a quelque chose de waouh, là-bas, c'est attirant. Mais au fait, encore une fois, je ne veux pas être le mauvais œil ce soir, mais si une bombe tombait en face de nous et que tout d'un coup, l'action humanitaire, elle était chez nous, il n'y aurait rien de spectaculaire là-dedans. Enfin, je ne sais pas comment toi, tu réfléchis à ça. Caroline Aboussada. Merci. Il y a énormément de choses. Du coup, je vais partir par la fin et revenir au début. Mais sur la fin, sur la question du spectaculaire, et de la proximité en fait qu'on a avec ce qui se passe et le lieu de l'action humanitaire. Je pense que c'est justement toute la complexité de ce qui se passe en Méditerranée, c'est que pour la première fois quelque part, c'est chez nous, c'est aux portes de chez nous, et ça rend la chose. Et je vois bien, moi, tous les gens avec qui je discute de l'action de SOS Méditerranée, c'est pas simple, parce que pour plein de gens,
il y a une envie de sauver et en même temps, il y a une crainte de oui, mais enfin bon, en même temps, cet éternel, on ne peut pas accueillir toute la misère du monde. Et donc, il y a une difficulté à gérer cette complexité d'émotions qui est très présente. Et c'est beaucoup plus facile, et c'est ce que tu disais, quand c'est loin, en fait. Et c'est un peu comme ça, d'ailleurs, que l'action humanitaire s'est construite. C'était, on partait d'ici, on allait aider là-bas, on finissait là-bas, on revenait ici. Et puis après, il y avait tous les problèmes de santé mentale et d'abus d'alcool et de substances addictives derrière, mais ça, c'est un autre débat. Mais c'était facile quelque part. On allait effectivement dans le camp de Yarmouk, on essayait d'y faire quelque chose, on revenait, et c'était différent. Là, on est confronté à une situation où c'est beaucoup plus près. Et c'était aussi toute l'idée derrière SOS, parce que je l'ai répété souvent, mais c'est important en fait, cette histoire de mobilisation citoyenne. Et moi, c'est aussi pour ça que je me suis engagée avec SOS Méditerranée, c'était qu'à un moment, je travaillais moi dans une organisation humanitaire qui fonctionnait sur ce même modèle d'envoyer des gens à l'étranger et de revenir. Et il y a eu un moment où, en tant qu'individu et en tant que citoyenne, je n'arrivais plus à combiner la non-implication dans un tissu local, politique, social, associatif, et mes engagements et ce que je vivais. Ça, c'était pour la fin. Ensuite, pour revenir sur ce que les 4 artistes ont exprimé, et sur finalement la différence entre communicant, artiste, et qu'est-ce que l'action humanitaire, ou qu'est-ce que, en tout cas, SOS, pour pas généraliser, comment on se positionne nous là-dedans, je pense qu'il y a une partie de... Il y a énormément d'émotions, en fait. Il y a énormément d'émotions, il y a énormément de vécu. Vous avez toutes les 4 exprimé, en fait, ce que ces situations, comment elles vous touchent, pourquoi elles vous touchent, sans toujours réussir à mettre des mots dessus, d'ailleurs, parce que c'est compliqué, en fait, de mettre des mots sur ces émotions. Ça nous touche. Alors après, vous arrivez à le transmettre de manière artistique. Moi, je m'énerve à essayer de récupérer des sous pour pouvoir affréter ce bateau. C'est un engagement, c'est le même engagement, je pense, mais exprimé différemment. Moi, je suis absolument incapable de faire un truc qui, de près ou de loin, ressemble à quelque chose de joli. Par contre, j'ai des capacités sur essayer de convaincre des gens de mettre du temps, de l'argent, de l'énergie à essayer d'affréter un bateau. C'est 2 compétences différentes, c'est 2 compétences complémentaires. Et là où je suis tout à fait d'accord avec vous et avec toi, et on a déjà eu cette discussion aussi, mais je pense que c'est important, moi, je suis pas à l'aise avec cette idée il y a une boîte artiste, il y a une boîte... alors, moi, généralement, je suis la caution. Alors, j'ai 3 cautions. J'ai la caution humanitaire, donc je fais du terrain. J'ai la caution, je suis une femme. Et puis la caution, j'ai un nom de famille exotique, donc des fois, ça sert aussi. Et en fait, je suis les 3 en même temps, et j'espère d'autres choses. Mais je suis pas plein de petites cases, les unes derrière les autres ou à côté des autres. Je suis tout ça, et c'est toutes ces émotions, en fait, qui font qu'on est aussi tous et toutes là ce soir, parce que cette situation, d'une manière ou d'une autre, nous touche. Et on a eu la discussion aussi samedi, parce qu'on parlait des photos. Et il y a eu cette discussion sur... moi, je me souviens très bien de ce 2 septembre 2015 où j'ai ouvert mon ordinateur et je suis tombée sur la photo de Aylan Kurdi. Malheureusement pour moi, j'avais habillé ma gamine exactement de la même façon avant de prendre l'avion. J'étais partie à Lampedusa pour faire un documentaire sur les initiatives civiles d'aide aux migrants. Je fais Lampedusa, Rome, Genève. À Rome, j'ouvre ce fichu ordinateur et je me retrouve devant cette photo. Et là, j'ai effondré. Donc, littéralement, ça a fait la flaque. Alors, sachez qu'à Rome, si vous pleurnichez dans un aéroport, personne ne vous donne un mouchoir. Hein, donc, voilà. Mais il y a eu quelque chose de... et je me souviens, le producteur a appelé à ce moment-là en disant « Bon, alors c'est foutu ton truc là, ça y est, là, tout le monde va se réveiller, il va y avoir une émotion incroyable, on pourra plus finir le film. » Et voilà, on est 6 ans après, et ben en fait, maintenant, les photos de gamins qui meurent, on les voit même plus, ou alors on les voit, puis on zappe.
Et en fait, il y a une espèce de... Et on avait eu aussi la discussion, alors à Lausanne, et j'en parle parce que c'était à Lausanne, avec des étudiants qui, le lendemain du naufrage, où on a délibérément, nous, SOS, décidé de ne pas montrer les photos des cadavres, les étudiants m'ont dit « Oui, mais c'est de votre responsabilité de montrer la réalité de la migration en mer. » Et donc, je leur parlais de cette histoire de photos d'Aylan Kurdi en disant... Sauf que ça a suscité une émotion pendant quelques heures, quelques jours, c'est passé partout, et qu'effectivement, je ne suis pas sûre que ce soit finalement un bon outil, l'émotion pure comme ça, où finalement, bon, on like la photo, puis après on passe à autre chose. Et là, Mais si vous êtes, excusez-moi de vous interrompre, mais si vous êtes rédactrice en chef d'un journal, est-ce que vous décidez de publier ou pas oui, mais aujourd'hui? cette photo-là, Ouais. je suis pas sûre. Honnêtement, je suis pas sûre. Aussi parce qu'une de mes petites casses, c'est d'être mère d'une petite fille, et que moi, vraiment, si un jour il se passe quelque chose, je n'ai pas envie de découvrir elle est morte comme ça, et deux, de voir son cadavre partout. Est-ce que vous avez le sentiment que cette photo a changé un peu les ressorts du débat Pas du tout. et de la réaction des gouvernements par rapport Pas à du cette tout. affaire? Alors je pense qu'en fait, elle a malheureusement servi de feuille de vigne à un certain nombre de gens qui effectivement ont liké la photo en disant oui, c'est horrible, et puis après sont passés à autre chose. Et c'est là où je pense qu'il faut faire attention, où en fait, la vraie vie, c'est pas Instagram. Et en fait, justement, les parents d'Aylan Kurdi, le frère, en fait, on laisse quoi? Et c'est devenu... Alors, tu parlais de photos iconiques. Alors, typiquement, s'il y a une photo qui résume cette situation et ce qui se passe en Méditerranée, c'est celle-là. Mais en fait, elle n'a rien changé. Ça n'a rien changé. Et on en est ce soir, en est la preuve. C'est que... L'art change quelque chose. Dans l'art, on fait aussi appel à l'émotion, un autre type d'émotion, mais on est complètement dans le registre de l'émotionnel et non pas de l'information. Est-ce que l'art... mais cette photo n'est pas... Non, je parle maintenant de l'art tel qu'il est pratiqué, par exemple, sur ces murs ici. Est-ce que, ce risque que vous venez d'évoquer, il existe clairement, enfin peu ou pas, disons, mais il y a quand même beaucoup d'émotions et peu de factuel, quoi. Donc, est-ce qu'il faut agir par l'émotion ou est-ce qu'il faut simplement dire, montrer ce qui se passe? Mais là, on mélange plein de choses. Alors, il y a un travail journalistique qui doit se faire d'établissement des faits, de ce qui s'est passé, comment ça s'est passé, pourquoi on en est là, et de recontextualisation, de problématisation. Ça, c'est une chose. L'art, pour moi, c'est effectivement là où on touche à l'émotion, à la beauté, et là, on a. Est-ce que ça peut être beau, l'humanitaire? Est-ce que ça peut être beau, l'humanitaire? Enfin, le terrain humanitaire. Non, mais ça n'a pas vocation à être beau non plus. C'est pas, comme ici. Je suis pas. Vous n'êtes pas obligé de répondre à la question, au fond. Je n'ai pas encore bu de vin blanc. Ça m'aurait probablement aidé. Ça n'a pas vocation à être beau, l'humanitaire. C'est pas l'humanitaire. C'est une action avec un certain nombre de principes à un moment dans une situation de crise. C'est pas beau. Les œuvres peuvent être belles. Oui, mais D'accord. c'est autre chose. Je m'adresse maintenant... Alors, Pascal Houchmy, vous souhaitez réagir Oui, aussi? je n'opposerai pas émotion et information. C'est vraiment pas deux choses que j'opposerais parce que déjà, on pourrait argumenter que l'information est toujours porteuse d'un certain contexte culturel et d'un regard et qu'elle n'est pas neutre et factuelle. Enfin, elle est toujours située. Et ensuite, un deuxième point que je dirais, c'est que je sais pas, il y a en tête Zoé Aubry, qui est une photographe genevoise avec qui j'ai travaillé récemment, qui a fait un immense travail sur le féminicide, qui est le résultat d'années d'études et de faits et d'analyses de choses complexes qu'elle présente dans une œuvre qu'on a exposée au musée. Une œuvre qui fait appel à d'autres zones de notre cerveau, mais qui est fondamentalement posée sur une information extrêmement solide
et qui nous fait plonger dans une émotion qui nous permet de mieux comprendre cette information. Donc, je n'opposerai pas l'un et l'autre. Merci beaucoup. On va bientôt arriver au terme de cette partie. Est-ce que les artistes présents, comment vous réagissez à ce qui vient d'être dit? Est-ce que ça peut modifier la force de votre engagement? Est-ce que vous découvrez des pans moins connus par vous de la situation? Enfin, est-ce que cet engagement pour vous, la question un peu filandreuse, je vous l'accorde, est-ce que cet engagement pour vous, vraiment, c'est pour une cause ou c'est aussi un engagement, au fond, peut-être, soyons provocateurs jusqu'au bout, peut-être vous donner bonne conscience aussi? Pour moi, il n'y a pas du tout de bonne conscience. C'est un engagement. Je crois que toutes les quatre, nous sommes déjà engagés de nos vies professionnelles. Maintenant, on a peut-être un petit peu plus de temps pour en même temps développer une créativité, un art, et puis d'allier les deux. Il n'y a pas d'opposition, mais pour moi, ça change. Cette discussion ne change rien. Je crois que pour moi, l'art est un vecteur d'émotion. Et si les gens, en achetant un tableau, peuvent aussi se faire plaisir, eh ben, tant mieux, et tant mieux. Parce que ce que je perçois des réactions des gens, c'est que l'émotion qu'on a eue, l'ambiance qu'on a essayé de créer sur le tableau, elle se communique directement à celui qui la regarde. Et c'est ça l'important. Mais c'est pas voulu au départ. C'est vraiment, c'est comme au théâtre. Je veux dire, si l'acteur est habité, il va pouvoir transmettre son émotion. C'est pas la phrase la plus importante qui va être transmise, mais c'est la manière et la conviction qu'il a. Et je crois que les 4 artistes, on a été convaincus que c'était, on avait envie simplement de s'engager pour SOS, et on l'a fait avec notre cœur et notre émotion. Voilà. Envie, mouvement spontané. Merci de ces témoignages, de ce dernier témoignage aussi qui noue parfaitement la gerbe en fait, et qui est une très bonne conclusion. J'aimerais quand même laisser la possibilité à la salle poser une question. On va prendre juste parce qu'on a peu. Voilà, je vous prête le micro. Merci. Je vous remercie pour tous ces témoignages et qui me touchent particulièrement, toute une série de raisons. Mais je voudrais revenir à l'exemple qui a été donné de la photo du petit Elan, parce que je trouve que c'est un très bon exemple. Pas bon exemple, mais bon exemple. Quand j'ai vu cette photo dans la presse, j'étais scandalisée parce que je la trouvais indécente, pour toutes les raisons que vous avez justement évoquées. Et effectivement, elle a soulevé beaucoup d'émotions et comme vous dites, après, ça mène à peu de choses. Et on oublie, et on s'habitue aux indépendances et à l'horreur. Et il y a un artiste chilien, Alfredo Jara, qui travaille beaucoup justement dans le domaine humanitaire, qui a repris et la le vent. Voilà, j'arrive comme ça. Qui a travaillé cette photo en enlevant l'image de l'enfant. Et cette photo est exposée, elle a circulé, je ne sais pas si vous la connaissez. Et justement, je trouve que là, c'est un exemple parfait de ce que l'art peut faire avec l'humanitaire. Quiconque voit cette photo aujourd'hui, sans l'enfant, la photo de Jarre, reconnaît l'endroit, reconnaît le fait. Mais elle est devenue pure poésie et source de réflexion. Et ça, je trouve que c'est vraiment extraordinaire. J'en profite, si vous me laissez encore la parole. Non. S'il y a d'autres questions, je vous redonnerai le micro tout à l'heure. Je voudrais donner l'occasion à d'autres personnes encore de s'exprimer. Merci pour cette réflexion, cette information. J'ajoute cependant que
pour qu'il y ait cette œuvre d'art que vous avez décrite, il fallait qu'il y ait une photo originale et qu'il soit reconnaissable par tout le monde, donc elle va beaucoup circuler. Donc il y a un petit paradoxe quand même. Mais, absolument. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans la salle? S'il y a... Merci. Juste pour revenir sur ce qu'il faut mettre l'humanitaire dans un musée, je me permets de revenir sur le sujet, mais en fait, ce que je trouve assez intéressant dans ce musée, parce que du coup, il y a eu pas mal d'expositions là, les derniers temps, et notamment la dernière, Un monde à guérir, c'est que justement, l'espace permet de réfléchir à tous les présupposés qu'on a autour de l'humanitaire. Et en fait, pour ça, parce qu'elle questionne l'action humanitaire, parce qu'elle questionne qui fait l'humanitaire aussi, à partir d'où, vers quel endroit, comment, je trouve ça assez fondamental, en fait. Surtout en Suisse. Merci. Est-ce qu'il y avait encore je une faisais la pub du question? musée. Allez voir cette exposition, elle est assez incroyable. Jusqu'à quand? 24 avril, ça nous laisse encore un peu de temps. Autre question? S'il n'y a pas d'autres questions et que vous souhaitez vraiment faire votre... Allez. Je voulais profiter de vous tous pour dire que voilà, je représente une association qui s'appelle Artistes contre la torture. Eh ben voilà. Et Alfredo Jarre nous prépare un projet pour 2022 et nous présenterons notre association à Argenève. On aura un stand et donc voilà. Et cette année aussi, nous utilisons ce pont entre l'art pour voilà, avoir une réflexion sur la torture et transmettre le message autrement. Voilà, merci. Merci beaucoup. Je crois qu'on va pouvoir conclure ici. Merci beaucoup à vous toutes, à vous tous pour vos interventions, pour un débat passionnant, un débat qu'on pourrait encore continuer pendant des heures. Rien que parler d'une photo, c'est vrai qu'on voit que les choses sont beaucoup plus complexes qu'au premier coup de sang ou au premier coup de tristesse en réalité. Donc, si tu as thème très prenant, la migration. Je vous invite d'abord à cette exposition encore. Vous avez encore quelques minutes. Vous avez aussi encore quelques minutes. Et là, évidemment, l'arbitrage est difficile. Prendre un verre à l'extérieur. Et puis, vous avez par contre encore tout le temps pour aller au musée, pour vous engager et pour aussi aider SES Méditerranée. Et puis, si vous le souhaitez, puisque chacun a fait un peu sa promotion, je vous invite aussi à venir au Club Suisse de la Presse pour les nombreux débats que nous faisons tout à fait régulièrement. Voilà, et je crois que vous allez poser des questions peut-être après, directement aux personnes, mais on vous remercie tous et toutes beaucoup. Merci beaucoup et bonne soirée.